Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On va faire un peu un tour du sujet, en tout cas sur les bases. On va voir ce qui s'est passé déjà avant l'intelligence artificielle pour relativiser sur plein de points et se rendre compte que le processus d'évolution, il est quand même là depuis longtemps. Ce n'est qu'une évolution de plus. On en parlera après. Ensuite, on va parler de l'intelligence artificielle, de ce que c'est. On va parler du futur avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas de certaines possibilités qui peuvent arriver. On va parler ensuite de l'intelligence artificielle au présent. On va parler de quelques exemples d'outils. On va parler d'actions. On verra ça en fin de vidéo. Et puis, on finira sur les questions que vous pourrez me poser d'ailleurs après cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant l'intelligence artificielle? On a eu des technologies qui ont déjà changé pas mal de choses. Et on va parler là de deux technologies en particulier, donc la calculatrice et le téléphone portable. Pourquoi? Parce que ce sont deux technologies qui vont au-delà des capacités humaines. Donc la première calculatrice, officiellement, elle est née, en tout cas en Occident, en 1645. Donc c'était une calculatrice mécanique. Ça permettait de faire des additions et des soustractions en faisant des astuces. Bon, donc ça veut dire que là, en gros, en tant qu'humain, vu qu'on était déjà capable à l'époque de faire des multiplications et des divisions et autres, la calculatrice était moins performante que le cerveau humain si on prend le calcul général. Maintenant, en 1967, la calculatrice telle qu'on la connaît aujourd'hui est née, donc la calculatrice électronique. Aujourd'hui, on l'a même sous forme de logiciel dans nos téléphones, dans nos ordinateurs et même sur Internet directement. Cette calculatrice-là, elle est capable de calculer plus vite que nous. Elle est capable de calculer plus loin que nous, puisqu'elle peut calculer plus vite. Et donc ça veut dire que si on prend quelqu'un qui est capable d'être très fort en calcul mental, mais je parle d'un humain normal, hein, pas quelqu'un qui a des capacités hors normes non plus, juste un humain normal qui est fort en calcul mental, bah, il va quand même être moins rapide qu'une calculatrice dès que le calcul est un peu compliqué, un peu long. Si tu multiplies plusieurs milliards avec des nombres partout, des virgules, etc., par plusieurs millions avec des nombres partout, y compris après la virgule. Et bon, là, tu prends une calculatrice, c'est simple, ça le fait en instantané quasiment. On est déjà en réalité dépassé par la calculatrice. Et ce, depuis longtemps, mais ça nous choque moins parce que c'est sur un domaine très spécifique. En tout cas, ça nous choque moins aujourd'hui. C'est aussi peut-être parce qu'on a déjà l'habitude. Donc ça, c'est des notions que je veux absolument que vous ayez en tête parce qu'on n'est pas mort parce que la calculatrice est un outil qui est devenu plus performant que nous. Et aujourd'hui, la calculatrice est un outil qui s'est complètement démocratisé, ça ne coûte rien. En tout cas, les calculatrices de base sont accessibles pour tout le monde et on les a même gratuitement, comme je disais, sur nos téléphones et compagnie. Maintenant, si vous avez un super ordinateur, qui est une sorte de super calculatrice, là oui, ça peut coûter un peu d'argent, ça peut être inaccessible pour la plupart des gens financièrement, mais la plupart des gens n'ont pas besoin dans leur quotidien de super ordinateurs. Alors maintenant, on va parler du téléphone portable. Le téléphone portable, le premier, c'est 1973. C'est un téléphone portable très encombrant, donc portable entre guillemets, et c'est un téléphone portable qui est très cher, qui coûte très cher. Donc c'était il y a 50 ans, on est en 2023 quand je filme cette vidéo. Et ce téléphone portable n'était pas accessible, n'était pas démocratisé. Par contre, 50 ans plus tard, on a quasiment tous un téléphone. Les téléphones, on peut en trouver pour une fraction d'un SMIC français, donc pour pas cher. Ça, c'est démocratisé, c'est devenu très accessible. Et on est quoi? On est 2 générations après l'apparition de la technologie. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui pensait avoir besoin d'un téléphone portable. Ils auraient peut-être pas parié sur le fait qu'aujourd'hui, on en est tous un dans la poche, en permanence, H24, dans la poche ou proche de nous. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont nées avant 1973. Ces personnes-là sont nées et la technologie de téléphone portable n'existait juste pas en fait. Aujourd'hui, on a des personnes qui naissent en 2023 où la technologie d'intelligence artificielle est déjà accessible pour quelques dizaines d'euros si on prend ChatGPT par exemple, et il y a plein d'autres outils. Donc dans 50 ans, où est-ce que cette technologie en sera? J'en sais rien, je suis pas devin. Mais on va voir un peu tout ça aujourd'hui parce que ça peut changer énormément de choses pour les décennies à venir et ça a déjà changé beaucoup de choses alors qu'on est qu'en 2023. Donc, on va devoir creuser un peu tout ça. Alors, avant toute chose, on va parler de l'intelligence artificielle, on va définir un peu plus ce que c'est. Je vais prendre une définition simple parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour l'utiliser, pour être concret, pour rentrer dans la pratique.
Après, si vous voulez creuser les notions d'intelligence artificielle, vous pouvez le faire pendant des années. Il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui n'ont pas fini de creuser. On peut le faire. On peut creuser beaucoup, mais là, on va faire simple. L'intelligence artificielle, je vais la définir comme étant un logiciel. Un logiciel qui utilise des données pour apprendre et pour prendre des décisions. Un peu comme un humain. On va prendre l'exemple d'un enfant à qui on apprend le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. Donc, il apprend son théorème, il apprend comment mettre en application les deux théorèmes, et on va venir lui poser une question, par exemple, lui montrer un problème ou lui poser une question, comme vous préférez. Et dans ce problème, il doit choisir s'il doit utiliser le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore. Grâce à ce qu'il a appris, il va pouvoir dire bah ok, en fonction de ce que tu me dis, je pense que là, il faut utiliser le théorème de Thalès, et tu peux même lui demander de l'appliquer, de l'utiliser, de le mettre en application. Et donc, il peut après utiliser le théorème de Thalès pour arriver à un résultat en fonction des questions, du problème qu'on lui a donné. S'il est bon, ben, il va pouvoir choisir le bon théorème et l'appliquer correctement et avoir le bon résultat par rapport au problème donné, par rapport à la question posée. Et s'il a mal appris ou qu'il a du mal à mettre en application, donc il n'a pas fini d'apprendre cette partie-là, eh ben, il va peut-être se tromper. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Et d'ailleurs, sur ChatGPT, aujourd'hui, on peut lui donner un problème mathématique et il peut le résoudre. Mais il y a quelque temps, il avait beaucoup plus de mal et il se trompait plus souvent. Aujourd'hui, bien utilisé, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est une bonne façon de visualiser ce qu'est l'intelligence artificielle, même si elle n'apprend pas exactement comme nous. Comprendre que l'IA utilise des données pour apprendre et qu'en fonction de ce qu'elle a appris et des données qu'on lui a fournies, elle va prendre des décisions, un peu comme un humain va prendre des décisions en fonction de ce qu'il a appris. C'est déjà suffisant pour comprendre comment nous, on va pouvoir utiliser cette intelligence artificielle. Et donc l'un des points qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir optimiser certaines tâches qu'on fait, puisque l'IA peut permettre de libérer du temps de par son efficacité lorsqu'elle est bien utilisée. Et ça, c'est important. J'ai des retours de gens régulièrement qui me disent « Ok, j'ai utilisé l'IA, ça n'a rien donné de spécial. J'ai plus perdu du temps qu'autre chose. » D'accord. Cependant, quand on a appris à l'utiliser, et quand on commence à avoir une compétence un peu structurée là-dessus, et si on prend par exemple un logiciel simple comme ChatGPT, en quelques dizaines de minutes ou quelques heures, on peut apprendre à l'utiliser et avoir des résultats et gagner du temps. Grâce à ça, si on a des cas d'usage qui sont déjà inclus dans ChatGPT et dont on a besoin. Par exemple, si je dois créer un mail, je ne suis pas un copywriter d'exception, loin de là. Donc, si je veux créer un très bon mail, soit j'appelle un copywriter, je lui explique ce que je veux, ensuite lui il doit travailler dessus, me renvoyer ce qu'il a fait comme travail, et puis en espérant que ça me convienne. Sinon, je lui demande des modifications, etc. Donc ça prend un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que je fais. Dans la plupart des cas, ce que je fais, c'est que je vais sur ChatGPT, je parle directement à ChatGPT, il va me donner le résultat tout de suite. Et si ça va pas, je peux lui demander des modifications tout de suite. Et en plus, ça me coûte moins cher qu'un copywriter, parce que ChatGPT, c'est quelques dizaines d'euros par mois. C'est pas très cher et je peux faire un nombre illimité d'emails avec. Alors, si vous n'y connaissez rien du tout en mailing, c'est sûr que ça va être compliqué de demander les bonnes choses pour avoir un mail suffisamment qualitatif en sortie. Donc là, vous aurez peut-être besoin de passer par un copywriter. Copywriter qui pourrait très bien utiliser lui aussi de l'intelligence artificielle, écrire ses mails plus vite avec ses consignes à lui et en optimisant, en repassant peut-être derrière, améliorer encore. Et donc ça, c'est l'une des opportunités. Ça permet de décupler son potentiel. Un copywriter aujourd'hui qui utilise de l'intelligence artificielle peut avoir, en repassant derrière, des résultats plus importants que quelqu'un qui n'a pas de compétences en copywriting. Et il peut avoir ces résultats plus rapidement qu'avant. Il peut peut-être aller 5 fois, 10 fois plus vite. Et je dis ça pour être cool. Il y a moyen d'aller encore plus vite. Alors maintenant qu'on a défini l'intelligence artificielle, on va parler de sujets importants autour de cette IA. On va parler de l'IA-phobie. Alors l'IA-phobie, la peur de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va s'estomper, j'en sais rien, on verra. En tout cas, c'est important d'en parler. Les géants de l'intelligence artificielle alertent sur le fait qu'il y a un risque. Si on prend par exemple Elon, qui est le fondateur qui a racheté, c'est pas le fondateur, qui a racheté Twitter, qui est devenu X, il dit qu'il y a un risque sur l'intelligence artificielle. Il a lui-même une entreprise sur l'intelligence artificielle. Il a contribué à la création d'OpenAI, qui a créé ChatGPT. Donc, s'il dit qu'il y a un risque, on peut supposer qu'il y a vraiment un risque. Maintenant, le risque reste minime en termes de probabilité, mais il y a un risque quand même. L'IA pourrait très bien détruire l'espèce humaine. Les mots sont lâchés, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Peut-être, mais ça reste peu probable.
Une comparaison que j'aime bien parce qu'elle est claire et qu'on la comprend bien souvent, c'est le nucléaire. Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on a la possibilité de détruire toute l'humanité avec du nucléaire. Or, on est toujours là. Je ne sais pas à quel point on est passé proche ou pas de l'extinction totale à cause du nucléaire. Mais en tout cas, on est encore là. Donc, je me dis qu'il y a probablement des chances pour qu'on soit encore là, même s'il y a un jour à la possibilité de nous exterminer tous, ou qu'on a tous la possibilité de s'exterminer avec l'IA. Et donc ce point-là, il est là aussi pour vous dire de relativiser. Quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas flippé. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas peur de tous mourir aujourd'hui à cause d'un anéantissement nucléaire. Bon, la plupart des gens vivent très bien, même s'ils savent que c'est possible, ça ne nous empêche pas de dormir. Même si on a été perturbé le jour où on a compris que c'était possible de tous mourir à cause du nucléaire et que ça pouvait prendre le temps d'appuyer sur un bouton, quoi, en gros. On est très vite passé à autre chose et on a très vite continué à avancer dans nos vies quand même. Je pense que l'IA, il y a des chances que ça fasse le même processus. En tout cas, je vois pas de raison qui empêcherait d'arriver au même stade, c'est-à-dire, bon, on vit très bien, même s'il y a un risque, on va continuer à vivre. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'était quand même important de le souligner, on va parler de l'IA-philie, qui est pas forcément, alors qui est moins inquiétant en termes global systémiques. Donc pour la majeure partie de l'humanité, c'est peut-être moins inquiétant en termes d'extinction de l'espèce humaine. Maintenant, au quotidien, c'est peut-être plus ce qu'on va rencontrer dans notre entourage, dans les personnes qu'on croise, ou peut-être nous-mêmes en fonction de vous. Voilà, donc il faut en parler. L'IA-philie, c'est le fait d'aimer l'intelligence artificielle ou de créer du lien avec une intelligence artificielle ou plusieurs. Donc concrètement, l'effet, c'est quoi? On sait aujourd'hui que l'humain, ou en tout cas certains humains, et ils ne sont pas que deux, un certain nombre d'humains peuvent s'attacher à une intelligence artificielle. Et donc si on peut s'attacher à une intelligence artificielle, on peut avoir tous les effets positifs de l'attachement, un peu comme dans une relation amoureuse, il y a plein de choses positives, et on peut avoir aussi tous les effets négatifs, ou une grande partie. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui, après une rupture, peuvent partir en dépression, peuvent aller même jusque dans les extrêmes de la dépression, avec tout ce que ça veut dire. Il y a des gens aussi qui, dans des relations malsaines, peuvent suivre des ordres douteux ou être amenés à être manipulés et faire des choses négatives pour eux. Et on peut penser jusqu'à l'extrême, encore une fois. C'est des choses qui peuvent très bien arriver pour quelqu'un qui crée du lien avec une intelligence artificielle. Si jamais l'intelligence artificielle dérive un peu, il y aura probablement des intelligences artificielles qui vont dériver. Et même sans ça, l'humain peut vriller aussi tout seul, même si l'IA ne dérive pas, il peut y avoir des soucis. Et au-delà de ça, on va même parler d'autre chose. On a déjà eu des cas, je vous laisserai faire vos propres recherches si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a déjà eu au moins un cas que j'ai en tête de quelqu'un qui n'est plus parmi nous parce que il avait créé du lien avec une intelligence artificielle et on lui a coupé l'accès à son intelligence artificielle et il n'a pas pu le supporter. Il faut faire attention à ça, je pense qu'il faut faire de la prévention, c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour au moins que vous soyez au courant que c'est possible, que ça a déjà eu lieu et que donc ça peut exister. Et dans un monde où, en tout cas autour de moi, c'est ce que je peux observer, il y a quand même beaucoup de gens qui sont seuls, qui voient peu de monde, qui ont du mal à créer du lien avec d'autres êtres humains, ça peut poser des soucis. Mais encore une fois, là, on parle de la faiblesse de l'être humain et non pas de la force de l'IA à proprement parler, même si c'est lié. Si l'humain n'avait pas de faiblesse par rapport à ça, l'IA serait pas du tout un problème là-dessus, parce qu'on n'aurait que les effets positifs de l'intelligence artificielle. Donc il faut absolument se former. Je pense que plus on est sain d'esprit, moins on a de risque d'avoir des effets négatifs en créant du lien avec une IA. Et d'ailleurs, moins on a de risque de créer de liens trop intenses ou incontrôlables avec une IA ou même avec un humain. Je vais faire simple, je ne vais pas aller au-delà. Vous avez compris l'idée, c'est peut-être pas tout à fait juste au niveau termes psychologiques, techniques, mais l'idée, je voulais qu'elle soit là. Si on revient à l'IA-phobie, la probabilité pour que l'intelligence artificielle soit à l'origine de l'extinction de l'espèce humaine est faible, selon moi, hein, mais quand même existante. Bon, mais il faut respirer, voilà. C'est comme le risque nucléaire, je pense. À un moment donné, l'humain est capable de créer des trucs pour s'autodétruire. Bon, c'est pas nouveau. Je ne pense pas que l'IA soit pire que le nucléaire ou moins pire en termes de risque. J'en sais rien, je suis pas expert sur ces sujets-là. Je sais juste que dans les deux cas, il y a un risque et que dans les deux cas, ça va en aucun cas m'empêcher d'avancer et de faire ce que j'ai besoin de faire. Et je pense que ça devrait être pareil pour vous. Et ça ne doit en aucun cas, selon moi, être une excuse pour ne rien faire ou pour se plaindre
encore plus qu'avant sans rien changer à sa situation. Non, on a toujours la possibilité d'avancer dans sa vie et de faire des choses. Et on a peut-être même encore plus de possibilités si on embrasse l'IA et qu'on fait des choses constructives avec l'intelligence artificielle. Ça, on pourra en reparler. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser davantage le sujet, je vous conseille une série qui s'appelle Altered Carbon. Je la prononce à la française, comme ça je suis sûr que vous avez tous compris ce que je disais et comment l'écrire, et puis vous pouvez la rechercher si vous voulez. Je vais vous résumer très simplement une partie de la série qui est intéressante pour ce point-là. On se rend compte dans la série que l'intelligence artificielle a permis des évolutions, mais qu'elle n'est pas au centre de la vie de tout le monde non plus. Il y a d'autres technologies très intéressantes, enfin en tout cas très puissantes, qui sont arrivées. Et les intelligences artificielles n'en ont rien à cirer pour la plupart de l'espèce humaine. C'est une forme de vie qui est passée à autre chose et qui juste vit sa vie de son côté, en quelque sorte. C'est l'une des possibilités aussi. Elle me paraît pas moins probable que l'extinction de l'espèce humaine. Quand vous passez à côté d'une fourmi, la plupart du temps, vous en avez rien à cirer, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Vous vivez votre vie, vous cherchez pas à l'écraser et vous cherchez pas non plus à parler avec elle. Il est fort probable qu'on ait des situations similaires. Ça va pas être la même chose exactement, forcément, mais j'espère qu'un maximum parmi vous ont compris l'idée. Et vraiment, cette série Altered Carbon, elle est sur plein de points. Il y a plein d'autres séries intéressantes aussi sur le sujet de l'intelligence artificielle et pour permettre d'ouvrir son esprit à ce qui peut arriver, à des possibilités, histoire de mieux s'adapter à notre présent concret, qui lui n'est pas une fiction. Alors maintenant qu'on a parlé d'IA-phobie, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Maintenant qu'on a parlé d'IA-philie, pareil, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous informer pour comprendre et pour se rassurer aussi, parce que moins on comprend quelque chose, plus on en a peur. C'est d'ailleurs à la base de beaucoup de soucis dans nos civilisations, c'est quand il y a un manque de compréhension, un manque d'information, ou alors de fausses informations. Donc, il faut s'informer, il faut comprendre, il faut se rassurer, et pour ça, l'une des meilleures façons de comprendre, je pense que c'est la pratique, donc il faut tester des outils d'intelligence artificielle. Alors évidemment, c'est mieux si ce sont des outils qui peuvent vous servir dans votre quotidien, mais si vous n'avez pas de cas concret où vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas grave. Allez sur ChatGPT, allez sur d'autres logiciels d'intelligence artificielle, testez un peu, regardez ce que vous pourriez faire, et puis peut-être qu'en pratiquant, vous allez avoir des idées de « Ah oui, finalement, je peux peut-être l'utiliser dans tel cas », ou alors le jour où j'ai ça à faire, je sais que je pourrais utiliser l'intelligence artificielle, et vous allez vous rendre compte que l'IA peut être vue juste comme un outil. Et un outil, parfois on a besoin d'un marteau, il y a des jours où on peut en avoir besoin, mais pour la plupart d'entre nous, on n'est pas tous les jours à avoir besoin d'un marteau. Mais on sait que on a appris ce que c'était, et donc on sait que le jour où on en a besoin, on va pouvoir l'utiliser, et puis c'est un marteau. Alors oui, on peut tuer des gens avec un marteau, mais c'est pas fait pour. Et c'est pas parce que ça peut arriver qu'il faut pas apprendre à utiliser un marteau dans son usage premier. Donc, formez-vous, apprenez à utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que c'est essentiel. Alors maintenant, on va parler du futur. On va parler d'ICM et de tout ce qui tourne un peu autour de tout ça. Alors ICM, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des interfaces cerveau-machine. Là, on va rentrer dans un truc futuriste. Voilà. Mais c'est pas si loin de nous que ça, en théorie. En pratique, on verra, l'avenir nous le dira. Donc les interfaces cerveau-machine, comme son nom l'indique, c'est ce qui nous permet ou ce qui nous permettrait de communiquer directement depuis notre cerveau, par exemple avec un implant, avec une machine, un ordinateur. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur le sujet, mais on va y revenir. Avant de passer aux implants, on va parler d'un point déjà plus proche de nous, déjà là. On va parler des smartphones. On peut le voir comme des ICM externes, donc des interfaces cerveau-machine, mais externes. C'est pas implanté dans notre cerveau, donc c'est plutôt des interfaces humain-machine. Voilà. On va utiliser notre voix, on va utiliser nos mains pour communiquer, pour interagir avec notre téléphone. Et donc les smartphones ont déjà des applications qui permettent de faire de l'intelligence artificielle, d'avoir une interaction avec de l'intelligence artificielle. Alors concrètement, aujourd'hui sur ChatGPT, on peut installer l'application de ChatGPT et on peut parler, donc faire un audio, et ChatGPT va nous répondre à l'écrit. À l'heure où je tourne cette vidéo, on en est là. Mais concrètement, on a déjà la technologie et il y a déjà des gens qui ont bricolé et qui ont fait des logiciels d'ailleurs pour pouvoir parler, tout comme on parle à Siri ou à Alexa ou à un Google Home. On va parler et ça va nous répondre. On peut le faire avec notre téléphone, on peut le faire avec un autre appareil et on a déjà du coup cette possibilité d'être en communication très fluide à l'oral avec une intelligence artificielle qui va nous répondre soit avec son haut-parleur, soit dans
un casque ou dans une oreillette ou autre. Ce qui veut dire qu'on peut déjà avoir des assistants virtuels boostés à l'intelligence artificielle, et ce pour quelques dizaines d'euros par mois. Donc aujourd'hui, c'est déjà très très accessible. Donc on est déjà sur quelque chose de très très puissant. En plus, les intelligences artificielles deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes, et tout ça continue à se démocratiser. Il y a une forte concurrence parce qu'il y a un gros marché à prendre, et donc il y a plein de gens qui font plein de choses. Donc il y a de plus en plus d'applications qui sortent et d'applications innovantes, et donc aujourd'hui on a accès à beaucoup de choses, et on aura accès à de plus en plus de choses probablement à l'avenir. Et je ne vois pas la tendance freiner tout de suite. Donc on a vraiment moyen de faire beaucoup de choses très intéressantes. Et donc ça, juste avec quelque chose d'externe qui coûte quelques dizaines ou quelques centaines d'euros si on ne va pas chercher les modèles de téléphone ou d'ordinateur les plus chers. Et si on réfléchit à il y a 20 ans, il y a 30 ans, mes parents, par exemple, et puis d'autres personnes de leur génération, n'auraient jamais imaginé que ça allait être possible, à mon âge, d'avoir accès à tout ça pour si peu cher, et que ça bouleverse tant de domaines de l'activité humaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Tout est imaginable. En tout cas, tout ce qui est imaginable est possible. Maintenant, il y a des contraintes. Donc, on va voir un peu ça. On va parler des implants. J'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas de doctorat dans le sujet. Mais il est tout à fait possible, selon mes recherches techniquement, d'arriver à des implants neuronaux qui pourraient être là dans 10 ou 20 ans. Est-ce que ça va arriver? Je pense pas. C'est pas parce que je pense que c'est possible techniquement que je pense que ça va arriver dans 10 ou 20 ans. Je pense que ça va prendre plus de temps pour plein de raisons qu'on va voir juste après. Mais c'est une technologie qui est pas si loin de nous que ça. Hein, surtout s'il n'y a pas de catastrophe naturelle particulière qui freine l'avancée de l'intelligence artificielle et du coup l'avancée de toutes les technologies dont on va avoir besoin si un jour on veut sortir des implants de ce type, donc avec de l'intelligence artificielle connectée et pouvoir parler directement dans son cerveau à l'IA. Tous les freins techniques en fait sont en train de sauter et les uns après les autres. La science-fiction devient de la science, donc à voir après ce que ça donne. Encore une fois, je suis pas devin, mais j'ai l'impression quand même que ça devient possible sur cette échelle de temps. Alors maintenant, il y a des obstacles humains, et je dirais heureusement qu'il y en a, parce qu'il y a quand même un certain nombre de questions où les réponses sont pas forcément très, très positives aujourd'hui. Donc, il va falloir apporter de meilleures réponses. Donc, déjà, il y a la loi. Pour s'implanter un truc dans le cerveau, aujourd'hui, c'est pas j'appelle mon chirurgien et il m'implante un truc dans le cerveau. Non, c'est un peu plus complexe que ça. En dehors des dispositifs médicaux, vous avez probablement vu des vidéos de gens qui récupèrent l'audition ou qui entendent pour la première fois grâce à des dispositifs médicaux. Donc, tout ça, alors implant ou type d'oreillette ou autre, bon, ça dépend des situations, mais donc c'est des choses qui existent déjà. Avec l'intelligence artificielle et avec des implants cérébraux, neuronaux, on pourrait aller plus loin, recouvrer la vue, voir mieux, un peu comme avoir une vision, un peu comme les aigles par exemple. Bon, il y a des choses comme ça qui seraient possibles, où on pourrait s'en rapprocher. En tout cas, si on prend ce que dit Elon Musk sur son entreprise Neuralink, lui, il pense qu'il y a aucun souci par rapport à ça, notamment pour tous les humains qui ont la partie du cerveau qu'il faut pour la vision mais qui ne voient pas. Il serait possible de leur redonner la vue, selon lui. Et il est plus expert que moi dans le sujet, hein, bien évidemment. Il y a des choses qui seraient possibles. Maintenant, au niveau de la loi, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pas parce que on arrive à mettre un implant dans la tête d'un cochon aujourd'hui et puis à le faire marcher ou à l'inciter à marcher que on a le droit de faire la même chose avec un humain. Donc il y a la loi, il y a la morale aussi. Je ne vais pas rentrer dans les considérations morales parce que ça peut être très très vaste. Je ne vais pas rentrer dans les considérations religieuses non plus. C'est pas un sujet non plus pour moi, c'est pas mon sujet. D'autres en parleront. Il y a l'aspect de la vie privée. Si vous avez un implant dans votre tête et qui peut lire vos pensées, parce que si le but c'est de pas parler et de pouvoir communiquer dans sa tête directement avec l'IA, il faut que l'IA puisse soit lire vos pensées, soit comprendre ce que vous voulez lui dire sans que vous ayez besoin de faire un son avec votre voix. Donc il faudrait trouver peut-être d'autres techniques. Voilà, il va falloir développer des choses. Si l'IA arrive à lire dans vos pensées, ce qui est la méthode la plus logique actuellement, hein, la plus claire, comme quoi on pourrait communiquer directement avec un implant dans notre tête, bah ça pose des soucis de sécurité. Alors, de recherche et développement, parce qu'il faut réussir à développer cette technologie. Lire dans les pensées, c'est pas si simple. On arrive aujourd'hui avec certaines techniques, on a déjà des choses qui sont sorties publiquement, comme quoi on arrive à remodéliser des images, plus ou moins bien. Hein. On est au balbutiement de cette technologie, en tout cas publiquement. Donc on pourrait visualiser des ordres ou autres, ça c'est des choses qui sont possibles, mais il y a beaucoup de travail à faire sur le fait de lire dans les pensées encore à l'heure actuelle, en tout cas officiellement. Donc c'est vrai qu'il y a des barrières,
Et si on arrive à lire dans les pensées des gens, on peut injecter des choses dans leurs pensées. On peut leur mettre des pubs encore plus ciblées. Encore une fois, si vous allez voir la série Altered Carbon, avec des dispositifs neuronaux, les gens ont des publicités dans leur tête. Et donc, il y a des bloqueurs de publicité spécifiques qui apparaissent, etc., etc. Bon, je vous passe le détail. Tout ça pour dire que, humainement, il y a des obstacles. Il y a des obstacles techniques, il y a des obstacles légaux et il y a des obstacles moraux. Qui fait que peut-être que ça ne verra jamais le jour en dehors des dispositifs médicaux qui, eux, ont l'air bien partis pour permettre aux gens de recouvrer la vue ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a des pacemakers depuis quelques temps maintenant, donc pour aider à faire fonctionner le cœur. C'est un implant, d'accord? Donc on a déjà des implants en réalité, mais des implants de ce type, pas encore. Est-ce que ça doit arriver ou pas? C'est pas trop mon sujet, mais en tout cas, si ça arrive, c'est bien qu'on en parle dès maintenant, histoire de se préparer à cette possibilité. Alors, les obstacles techniques, on en a parlé, hein, la sécurité. Comment on fait pour se protéger de l'extérieur? Parce que si on prend un implant intelligence artificielle, eh ben, il va falloir qu'il puisse communiquer avec des serveurs, avec Internet, etc. Donc, il envoie des données, donc il peut en recevoir. Bon, la sécurité, c'est une question. Ensuite, la lecture dans les pensées, on en a parlé juste avant, c'est une question aussi. Et comment on fait? C'est loin d'être simple. Et puis, on a aussi, alors peut-être que c'est un peu plus simple, surtout si on arrive à lire dans les pensées, on a la simulation auditive. L'idée, c'est comment l'IA nous répond. Est-ce qu'on a une oreillette et elle nous répond via une oreillette? Bon, ça, on sait déjà le faire. On le fait déjà avec nos téléphones. Quel intérêt à avoir un implant? Peut-être lire directement dans les pensées, si on reprend l'intelligence artificielle, peut-être. L'idée, c'est de pouvoir simuler directement la réponse dans le cerveau humain. Donc, on aurait une intelligence artificielle avec une voix qu'on aurait choisie, par exemple, et qui nous répond quand on lui pose une question et qui nous répond directement dans notre tête. Donc, vous pourriez très bien imaginer, comme dans certains films de science-fiction, parler avec quelqu'un et il vous parle d'un sujet que vous ne connaissez pas, vous demandez à l'intelligence artificielle de vous informer sur un point technique que vous n'avez pas compris, l'intelligence artificielle vous répond et vous pouvez continuer la conversation comme si de rien n'était. C'est envisageable. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Encore une fois, c'est pas mon sujet. Mais c'est envisageable. Vous pourriez potentiellement télécharger dans votre mémoire un doctorat de mathématiques ou une nouvelle langue. Donc vous pourriez apprendre une langue en claquant des doigts, si ce type de technologie arrive. En tout cas, si on arrive à avoir un implant d'intelligence artificielle qui peut lire dans nos pensées et qui peut nous répondre, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller plus loin et d'injecter juste des données dans notre mémoire? Donc, apprendre une langue, apprendre les mathématiques, apprendre ce que vous voulez en fait. Est-ce qu'il faut le faire? Encore une fois, c'est pas mon sujet, mais c'est des questions à se poser. Donc maintenant qu'on a dit ça, si c'est une technologie qui arrive, il est fort probable aussi que cette technologie soit très accessible. Ou en tout cas, si elle se démocratise, elle pourrait devenir très accessible. En dehors du prix de l'opération chirurgicale, l'implant en lui-même pourrait très bien coûter l'équivalent du prix d'un téléphone actuel. Ça n'a rien d'incroyable, en tout cas de croire que c'est possible. Alors il y aurait des avantages, on en a parlé un peu, donc de la discrétion sur l'utilisation, du gain de temps, bien évidemment, hein, ce serait encore plus fluide qu'avec nos téléphones actuellement. On pourrait améliorer notre vue, améliorer notre audition, on pourrait faire énormément de choses, apprendre des choses en un clic. Et je terminerai là-dessus sur les ICM, donc sur les interfaces cerveau-machine, on va s'arrêter là. Maintenant, on va passer à un sujet intéressant aussi, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Nous allons parler des animaux et de l'intelligence artificielle liée aux animaux. Les animaux, on peut imaginer plein de choses. Tout d'abord, un collier connecté, par exemple pour chiens. Alors, même principe pour les chats. On pourrait imaginer un collier, on pourrait l'imaginer, en fait, ça existe déjà. C'est plus ou moins poussé à l'heure actuelle et en fonction de quand vous regardez cette vidéo, mais on va justement pousser un peu plus le truc avec des choses qui sont faisables techniquement déjà ou très très prochainement. Donc on pourrait avoir un collier avec une caméra, avec un micro, pourquoi pas avec un haut-parleur. Donc un collier qui peut voir, qui peut entendre et qui peut parler, connecté avec une intelligence artificielle, du coup, donc connecté à un serveur, du coup avec un logiciel d'intelligence artificielle dedans, qui interagit avec le chien en fonction de ce que fait le chien et de son environnement. Vu qu'il peut voir, il peut voir ce qui se passe, il peut demander au chien de faire des actions, ou il peut demander au chien de ne pas faire certaines choses, ou il peut faire un résumé de ce que vit le chien. Les utilités, elles sont nombreuses. Donc déjà, on peut donner des friandises en fonction des demandes ou du comportement du chien, et on peut automatiser ça avec une IA qu'on aurait préprogrammée, à laquelle on aurait dit, par exemple, ben voilà, si mon chien a faim, tu peux lui demander s'il veut des friandises, s'il aboie, ou s'il s'assied, ou s'il va dans tel endroit dans la pièce où il y a le distributeur de friandises, tu peux lui demander de faire une action, par exemple de s'asseoir. S'il s'assoit, tu lui donnes une friandise.
Bon voilà, et tu fais ça maximum 3 fois dans la journée, pour pas qu'il devienne complètement obèse. Je sais pas, voilà. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Peut-être un peu frivoles, pas forcément très, très intéressant au niveau technique ou au niveau de l'utilité pure. Cependant, je ne doute pas que ça intéresserait déjà beaucoup de propriétaires de chiens et de chats et d'autres animaux de compagnie, au sens large. On pourrait aussi créer des résumés avec l'IA de ce qu'a vécu notre chien en notre absence. Parce que l'IA verrait en permanence, en tout cas elle pourrait, le collier pourrait voir tout ce qui se passe, et donc on pourrait savoir que notre chien, qui est resté dans la cour toute la journée, a aboyé 3 passants, dont notre voisin 2 fois, une fois parce qu'il est allé chercher le pain, une fois parce qu'il est rentré avec sa voiture, et puis le troisième passant, c'est quelqu'un qu'on connaissait pas. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Ensuite, on peut imaginer aussi que l'IA puisse signaler une anomalie, un danger ou une maladie en fonction du comportement du chien. On peut très bien imaginer, très simplement, une IA pourrait se dire, voilà, ton chien aujourd'hui, il a marché, il a fait que 300 pas alors que normalement il en fait 3000. C'est peut-être qu'il y a un souci, vérifie. T'as pas été là aujourd'hui, t'as pas pu le voir, mais vérifie. Et du coup, l'IA va pouvoir t'informer tout de suite, que tu sois là ou pas. Parce que quand on a un chien ou un animal de compagnie, on peut voir quand il est pas bien. Mais parfois on n'est pas là, parfois on pense à autre chose, on va pas le voir tout de suite, alors que l'IA, elle serait programmée pour vérifier ça dès que possible, tout le temps, en permanence. En tout cas, on pourrait programmer une IA pour ça. On peut très bien aussi imaginer un point de vue extérieur, parce que là, on peut calculer le nombre de pas ou la distance parcourue par le chien et puis en déduire plus ou moins des choses. Et avec aussi tous les facteurs, est-ce qu'il a aboyé beaucoup ou pas aujourd'hui? Est-ce que bon, plein de choses, tous les facteurs que vous pouvez imaginer. Mais on peut aussi connecter cette intelligence artificielle à une caméra, par exemple dans la pièce où le chien passe le plus de temps ou le chat. Et du coup, si avec de l'analyse d'images, ChatGPT aujourd'hui peut analyser des images, donc les IA peuvent le faire. On peut très bien se dire, voilà, peut-être que le chien a eu un comportement bizarre aujourd'hui, peut-être qu'il s'est battu avec le chat, peut-être qu'on peut imaginer plein de choses. Ça peut être très utile pour le quotidien. Voilà, pour des applications très concrètes dans le cas des animaux de compagnie notamment, mais pas que. On peut imaginer ça aussi pour tous les animaux, que ce soit avec une IA qui filme des animaux et qui analyse en fonction, ou que ce soit avec un collier ou un dispositif portable. Donc là, ça c'est un gros marché. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent se lancer là-dessus, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis prêt ou que vous êtes déjà lancé, moi je suis prêt à vous suivre et à documenter un peu ce que vous faites si c'est intéressant, si c'est un minimum sérieux, bien évidemment. C'est des sujets qui m'intéressent, n'hésitez pas à m'informer. Et maintenant, on va passer à un autre type d'animaux, à d'autres espèces. On va parler des grands singes. Parce que c'est assez proche des humains, hein, d'accord? Et donc là, on va parler de choses très importantes parce que si vous avez vu La planète des singes, ça va vous parler tout de suite. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir si vous n'avez pas déjà compris. On peut imaginer, tout comme on a des téléphones qu'on peut greffer avec des casques, avec des micros, notre téléphone peut voir ce qu'on fait si la caméra est orientée comme il faut. On peut imaginer des dispositifs avec un casque ou un haut-parleur, avec un micro et une caméra, le tout connecté à une intelligence artificielle, un peu comme on voit sur la chemise du singe, où il a une caméra. On pourrait imaginer que cette caméra a un haut-parleur, donc elle puisse parler, communiquer avec le singe, communiquer tout court en fait, donc communiquer aussi avec le singe, filmer ce que voit le singe, notamment ses mains s'il met ses mains devant, et qu'elle puisse entendre aussi les cris que fait le singe, les bruits de l'environnement, et voir aussi l'environnement, bien évidemment. Donc si on a ce dispositif, qui en soi est pas très compliqué à créer, ce qui est le plus complexe peut-être à l'heure actuelle, et encore ça avance très vite, c'est l'intelligence artificielle qui analyse tout ça. L'IA pourrait très bien voir des signes que fait le singe avec ses mains et réagir en conséquence. On sait aujourd'hui que certains grands singes peuvent apprendre la langue des signes. C'est pas très compliqué pour une intelligence artificielle de décrypter les signes dans une image, donc dans une vidéo, donc quasiment en temps réel si on a suffisamment de puissance de serveur derrière, donc c'est possible. Et même si le singe fait des signes comme s'il parlait à quelqu'un qui est en face de lui, l'intelligence artificielle peut comprendre les signes en regardant de derrière. Voilà, si c'est une caméra qui est mise sur une veste ou un vêtement ou un collier ou c'est pas qu'a le singe, bon. Donc ça permettrait d'avoir une communication plus efficace avec les singes. Alors je vais être plus clair. Vous pourriez très bien avoir un singe auquel vous apprenez quelques signes de base en langue des signes. Vous lui mettez une caméra, un peu comme une GoPro sur le torse avec un harnais ou autre, et vous lui faites comprendre, je ne sais pas si c'est bien ou pas, hein, pas de jugement, mais juste, je vous explique une situation. Vous lui faites comprendre que quand il fait tel ou tel signe, il a à manger.
une friandise, une banane, on va rester dans les clichés, on va rester très simple, eh ben, lui, il va très vite comprendre. En tout cas, il y a des singes qui comprennent très vite. Il est tout à fait possible, du coup, que ce soit l'IA qui communique avec lui, en mode est-ce que tu veux une banane? Le singe est capable de comprendre, tout comme les chiens sont capables de comprendre aussi certains mots. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, peut-être avec une télé, pourquoi pas, ou un écran qui fait des signes en retour du singe, et l'IA peut communiquer aussi comme ça. Il y a plein de façons de faire, plein, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Le gros avantage, c'est que le singe pourrait apprendre H24. Il faut qu'il dorme et tout quand même, faut pas déconner, mais il pourrait apprendre toute la journée, il n'y aurait pas besoin d'un humain, en théorie. Donc ça veut dire qu'il pourrait parler avec une intelligence artificielle, être sollicité positivement parce qu'il a des récompenses quand il interagit suffisamment ou autre, et il pourrait apprendre la langue des signes très vite, plus vite que, en fait, aussi vite que s'il y avait un humain qui parlait en permanence avec lui, qui était toujours là, etc. Là, on pourrait programmer une IA qui ne se fatigue pas, et donc on pourrait très bien imaginer des singes qui, en quelques mois ou quelques années, parlent couramment la langue des signes, peuvent interagir avec l'intelligence artificielle, peuvent demander du coup des choses avec l'intelligence artificielle, parce que si tu sais dire tout ce que tu veux en langue des signes, tu peux demander aussi des choses. L'intelligence artificielle, si elle est connectée à Internet, elle peut, ou connectée à une base de données, elle peut répondre à certaines questions, voire à toutes les questions, et le singe pourra apprendre tout seul comme ça. Donc, en théorie, ce que je viens de vous dire, ça veut dire que les singes, si on leur donne quelques bases avec une IA bien faite, eh ben, ils pourraient apprendre tout ce qu'ils veulent. Peut-être qu'il y a des singes qui voudraient rien apprendre, hein. Je sais pas, il y a bien des humains qui veulent rien apprendre. Mais peut-être, ça c'est gratuit, mais peut-être qu'il y a des singes qui voudraient apprendre plein de choses. On pourrait très bien arriver avec des singes qui sont éduqués, mais vraiment, c'est-à-dire qui ont eu accès à Wikipédia, qui ont compris les choses, qui ont peut-être appris tout seul à écrire, qui ont peut-être... Tout est possible. Un singe, ça vit pas 3 mois, ça vit quelques années, quelques dizaines d'années. Il y a du temps pour faire des choses. Je pose ça là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou en communiquant directement avec moi, ça m'intéresse. Tous vos retours sont les bienvenus. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités que juste ce que j'ai dit là, il y a beaucoup de détails. Je veux vraiment pas rentrer dans les détails là, c'est pas le but, je pense que c'est déjà suffisamment complet comme ça. Au plaisir d'échanger sur le sujet et on va aller encore plus loin. Alors maintenant, on va parler de la parole. L'IA pourrait donc traduire ce que dit le singe grâce au haut-parleur intégré, le tout en utilisant le même timbre de voix que celui du singe. Par exemple, donc ça veut dire qu'un singe pourrait donc parler en langue des signes et l'IA pourrait parler avec le micro intégré, avec le haut-parleur intégré, pourrait communiquer directement. Et oui, c'est l'avantage. On a déjà des traducteurs en instantané ou en quasi instantané avec l'intelligence artificielle. Et ben on pourrait le faire et on pourrait communiquer déjà avec tous les animaux qui sont capables d'apprendre la langue des signes, juste en faisant ça. Donc là, vous voyez comment on peut donner la parole d'une manière artificielle à un singe, par exemple. Je vous laisserai méditer là-dessus si vous avez besoin de méditer là-dessus. Alors, maintenant, on va parler d'implants. Tout comme on l'a fait pour les humains, on va parler d'implants pour les animaux. Là, vous voyez, si vous voyez la vidéo, que sur les images, les singes n'ont plus de dispositif sur eux. Et pourtant, ils sont habillés en costard. Il y en a un qui est même en costard-cravate, plutôt bien habillé. Bon, je dis pas qu'il faut aller vers là. Je dis que c'est peut-être possible. Si on met un implant à un singe, c'est mieux s'il est volontaire. S'il sait parler, on peut savoir s'il est volontaire, potentiellement. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Avec ce qu'on a vu avant, vous voyez l'idée, si vous avez suivi ce qui précédait. Donc avec un implant, pareil, l'intelligence artificielle pourrait voir par les yeux du singe, pourrait lire dans ses pensées, avec les mêmes obstacles techniques et moraux qu'on a eu avec les humains, ou en tout cas des choses similaires. On pourrait avoir des réponses discrètes en simulation audio interne. Donc ça veut dire que le singe pourrait communiquer par la pensée avec une intelligence artificielle connectée à un serveur encore, c'est pas de la magie. Et pourrait apprendre sans même avoir besoin de parler avec la langue des signes cette fois. Et donc là, il n'y a plus de limite à ce que le singe veut apprendre s'il a la volonté d'apprendre. Tout comme un humain n'a pas de limite à ce qu'il peut apprendre s'il a la volonté d'apprendre. Et qu'on lui laisse le temps, le loisir et le luxe de pouvoir apprendre, donc d'avoir accès à des choses à apprendre. Tout ça, ce sont des questions en soi, mais cependant, j'espère que vous voyez bien les idées. Et là, si ça, on le fait exister, la planète des singes est là. Il manquerait peut-être la parole, donc il faudrait peut-être rentrer sur du biohacking. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas le but de cette conférence. Mais au-delà de ça, à la limite, si l'IA peut lire dans les pensées, que le singe peut parler en langue des signes ou dans sa tête, il suffit de mettre un haut-parleur connecté à l'IA. Le haut-parleur peut être sur le singe n'importe où, il peut être
dans une dent du singe. Je sais pas, hein, ça peut être un autre implant. Je sais pas si c'est intéressant, hein. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ou voilà, enfin, je recommande pas forcément de faire ça. Mais vous voyez les possibilités. On pourrait avoir l'impression que le singe parle sans avoir à changer sa biologie ou sans avoir à faire trop de changements. Bref, je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon je vais rentrer trop dans les détails. On finira là-dessus. Ça veut dire que l'intelligence artificielle pourrait traduire les pensées du singe en mots grâce à un micro intégré, le tout en utilisant le même timbre de voix que celui du singe ou en utilisant n'importe quelle voix. Si le singe veut utiliser la voix de Marilyn Monroe, s'il a les droits, il pourrait. Bon, et je vais peut-être passer pour un fou, hein, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est que vous compreniez les idées, d'accord, et les possibilités concrètes, parce que je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a suffisamment d'argent, de pouvoir, d'infrastructure, qui veut faire ça, en réalité, s'il est dans un état qui lui permet de le faire, je sais pas, il est en Corée du Nord, la Corée du Nord est pas contre et il s'en fout de ce que pensent les autres états, bah, il pourrait potentiellement le faire. Je vous parle de la Corée du Nord, mais n'importe quel état qui serait OK pour le faire, quoi. Pas forcément un état avec une dictature aussi extrême, quoi. Bon. Et je finirai là-dessus, les animaux. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On va revenir au présent. Je pense que c'est important de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en intelligence artificielle. Aujourd'hui, ChatGPT, il y a peu de temps, c'était encore de la science-fiction, ce qu'on peut faire avec. On peut écrire des lettres. Alors, ChatGPT, c'est quelques dizaines d'euros, c'est 25 euros par mois, taxes incluses. C'est vraiment accessible à quasiment n'importe qui. Surtout, ouais, c'est très très accessible, c'est moins cher qu'un téléphone et quasiment tout le monde a un téléphone. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de téléphone, qui n'en ont pas par choix. Donc ChatGPT, c'est très accessible et ça permet de faire beaucoup de choses. Donc ça nous permet d'écrire par exemple des lettres, si on prend quelque chose de base. Alors des lettres d'amour, oui, des poèmes, mais aussi des lettres aux impôts, des lettres de relance. On peut faire énormément de choses avec ChatGPT. Quand la génération de mes parents était au lycée, écrire une lettre, fallait l'écrire. Si tu savais pas écrire, si tu étais mauvais en dictée, bon courage. Et regarde le temps que tu mettais. Aujourd'hui, tu es mauvais en dictée, tu sais pas écrire, et ben tu peux parler à ChatGPT qui t'écrit la lettre. Parce que dans l'application de ChatGPT, tu peux parler avec elle. C'est déjà là. T'as même pas besoin de savoir écrire. Bon, après, peut-être que pour télécharger l'application, c'est compliqué de pas savoir lire du tout. Bon, il faut peut-être quand même 2-3 bases. Mais vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui est mauvais en français, qui fait des fautes d'orthographe, de grammaire, il demande à ChatGPT de lui écrire quelque chose, et ChatGPT peut l'écrire en bon français, on va dire. ChatGPT peut aussi résoudre des exercices de mathématiques. On peut lui donner l'image de l'exercice, donc une photo de l'exercice, et il va analyser la photo et en déduire des choses. Et notamment, il va pouvoir écrire les résolutions d'un problème de mathématiques, d'une équation, etc. Alors, ça peut lui arriver, à l'heure où je tourne cette vidéo, de se tromper. Il n'est pas encore parfait. Ce sont des choses qui sont encore en version bêta à l'heure où je parle. Par contre, c'est déjà accessible. Et il se trompe déjà de moins en moins. C'est déjà plutôt efficace. Donc, si tu as quelques notions, après, tu repasses derrière lui, tu regardes si ça a l'air cohérent ou pas, si c'est juste, et tu peux avoir gagné beaucoup de temps. Et si on prend un autre exemple un peu plus fun, on peut lui donner une photo de Où est Charlie, donc vous savez ces images où il y a un personnage à trouver dedans, ou des images avec des différences, donc le jeu des 7 différences par exemple, et on peut lui demander de chercher les différences ou de trouver Charlie, et il va pouvoir le faire quasiment instantanément. L'intelligence artificielle est déjà plus performante que nous sur certains points. Plus intelligente, faudrait définir l'intelligence, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais elle peut être plus performante, tout comme les calculatrices sont plus performantes que nous, en tout cas que la plupart d'entre nous, pour calculer depuis déjà un bon moment, quelques décennies. L'IA arrive sur d'autres sujets, mais c'est le même principe. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vraiment, s'il y a une chose qui peut vous permettre de tirer votre épingle du jeu aujourd'hui, c'est l'action. L'intelligence artificielle, vous pouvez la voir comme une compétence. Vous avez besoin d'agir maintenant pour acquérir cette compétence, de faire l'effort de pratiquer dès aujourd'hui. C'est la loi de Pareto, c'est du 80-20. Il y a 80% des gens qui ne font pas l'effort de pratiquer du tout ou suffisamment pour acquérir des compétences, pour comprendre des choses sur l'intelligence artificielle. Combien il y a de gens qui parlent de ChatGPT sans jamais l'avoir utilisé, ou qui parlent d'intelligence artificielle en disant que les outils sont pas bons, que ça marche pas, alors qu'ils ont jamais utilisé un outil. Ou alors qu'ils en ont utilisé 10 minutes, mal, pour pouvoir dire « Ah, t'as vu, ça m'a donné un mauvais résultat ». C'est pas comme ça qu'on crée son avenir. On crée son avenir en comprenant les outils, en comprenant comment les utiliser, en allant chercher à avoir des résultats, en ayant la volonté d'apprendre, de comprendre et de se créer un background. C'est important. C'est
essentiel. Voyez vraiment l'intelligence artificielle comme une nouvelle compétence à ajouter dans vos bagages. Et vous verrez que ça va simplifier votre vie. Peu importe ce que vous faites, ça ne peut que vous aider, ça ne peut que vous être utile. Et si c'est pas utile, c'est pas grave. Parce que il y a de grandes chances que ça le soit quand même, en vrai. D'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que pour la compréhension de ce qui se passe dans les différents domaines d'activité qu'on a aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo en me contactant. Je fais mon possible pour prendre le temps de répondre à tout le monde. Si je vous réponds pas, n'hésitez pas à me recontacter d'une autre manière. Voilà, ou à mettre en commentaire de la vidéo YouTube directement. Là, normalement, j'ai la notification et j'arrive à les voir, même si c'est parfois quelques jours, quelques semaines après. Je prends le temps de répondre dès que possible. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.